bonjour à tous dans ce sixième webinaire du Cloud Talks France. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Borde. Donc, Nicolas, tu es architecte chez Architecte Cloud chez Trisor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. Du coup, bonjour à tous. Du coup, moi je me présente, je suis Nicolas, effectivement, comme a dit Simon. Je suis solution architect chez Trisor. Trisor, c'est la fintech des fintech. Et on propose du coup un back-end, un core banking à l'ensemble des fintech que vous utilisez peut-être. Et on a décidé du coup de le mettre sur AWS et notamment de le faire avec Lambda, essentiellement à partir de Lambda. Aujourd'hui, on va du coup parler, on va découvrir ce que c'est Lambda. La dernière fois, on avait vu ce que c'était API Gateway. Et là, on va continuer un petit peu dans la suite logique d'une stack orientée serverless. Donc, on va voir comment déployer, runner, scaler notre code grâce à AWS Lambda. Et on va voir un petit peu le tour d'horizon de l'approche serverless. Alors, qu'est-ce que c'est l'approche serverless? Qu'est-ce qu'on a en fait dedans? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir déjà, qu'est-ce que c'est AWS Lambda? Parce qu'on en parle, j'en parlais la dernière fois, mais bon, il faut quand même se faire un petit peu une idée, une conviction de ce que c'est. Ensuite, on va ouvrir le capot de cette chose magique. On dit que c'est du serverless, on gère rien, etc. Mais est-ce que c'est vraiment le cas et jusqu'à quel point c'est vrai en fait? On verra du coup les invocations de nos fonctions lambda, parce qu'on invoque une fonction lambda de manière synchrone ou asynchrone. On verra un petit peu les différences. Et évidemment, on parlera des limitations. Rien n'est magique. Évidemment, il y en a toujours des limites dans lesquelles on ne peut pas s'affranchir. On verra ensuite quelques bonnes pratiques pour que vos fonctions lambda, vous puissiez tirer le meilleur de AWS Lambda. Et puis, on finira par quelques exemples d'architecture sur comment vous pouvez positionner vos fonctions lambda dans votre infrastructure. Alors, qu'est-ce que c'est AWS Lambda? Alors, moi déjà, quand j'ai vu ça, le premier truc qui m'est venu en tête, je ne sais pas s'il y a des joueurs dans la salle, mais moi, ça me fait penser au jeu Half-Life. Half-Life 1, c'est là où on avait effectivement ce symbole lambda sur la boîte du jeu. Bref, voilà, un petit, ça m'a replongé dans mon adolescence que j'ai commencé à manipuler lambda. Alors, si je prends la définition que donne AWS, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que AWS Lambda est un service de calcul d'événements sans serveur qui vous permet d'exécuter du code pour presque tout type d'application ou de service de back-end sans vous soucier de l'allocation de la gestion des serveurs. Vous pouvez activer Lambda pour plus de 200 services AWS et applications SaaS. En plus, vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Et j'essaie de mettre en rouge tout ce qui est intéressant et tout ce qui fait vraiment la puissance de AWS Lambda. Déjà, c'est un service managé. C'est-à-dire que comme API Gateway, vous ne gérez rien. C'est sans serveur. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on dit que ça peut exécuter du code, mais c'est sans serveur. Donc, quand même très très pratique. Sans vous soucier, moi ça me va bien, parce que moi je suis dev et architecte, je suis pas DevOps ou sysadmin, c'est des vrais métiers. Et surtout, vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Ça, c'est très pratique parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous démarrez les instances EC2, puis après vous les oubliez, puis en fait, vous recevez la facture et vous dites ah bon ben il faut que je paye ça alors que j'ai peut-être pas forcément utilisé mon instance. Là, ça me va bien de payer que ce que j'utilise. AWS Lambda, du coup, ça a été lancé le 13 novembre 2014, donc c'est un service qui commence à un petit peu avoir roulé sa bosse, donc qui est quand même assez mature, voire même très mature. Ça, qui dit serverless, dit pas de gestion du serveur, c'est régional, c'est multi-AZ by design, c'est-à-dire que vous vous souciez pas ou peu de la résilience. Ça peut avoir une allocation de mémoire qui va de 128 mégas à 10 gigas de RAM que vous pouvez donner à votre candidat par incrément de 1 méga si vraiment vous voulez tuner au maximum les ressources à votre fonction candidat. Vous avez du coup une corrélation entre le CPU et la RAM. En fait, vous n'avez pas la main sur le nombre de CPU que vous allouez à votre fonction, vous avez uniquement la main sur la RAM et plus vous mettez de RAM, plus vous avez de CPU. Vous avez un stockage éphémère. En gros, vous pouvez définir l'espace de stockage que vous aurez dans le répertoire TMP de votre fonction lambda. Vous êtes facturé à la milliseconde d'exécution par incrément de 1 milliseconde. Ça, c'est quelque chose qui a changé il y a 2 ans maintenant. Avant, vous payez par tranche de 100 millisecondes. Donc, si votre lambda prenait 110 millisecondes, vous payez pour 200, ce qui n'était pas ouf. Amazon a changé ça il y a
1 ou 2 ans maintenant. Donc maintenant, vous vous payez vraiment à la milliseconde près du temps d'exécution. Et ça supporte nativement plusieurs langages, Node.js, Python, Java, .NET et Go. Mais pas que, et on verra ça par la suite, comment est-ce qu'on peut faire tourner d'autres choses sur AWS Lambda. En termes de réseau, une Lambda, ça peut être dans un VPC, ça peut être dans N subnet, ce qui d'ailleurs va permettre également d'avoir une répartition par AZ, parce que c'est qu'un subnet peut être dans une AZ, enfin même doit être dans une AZ. Donc ce qui peut aussi vous permettre de gérer votre résilience multi-AZ en mettant du coup, en affectant votre Lambda dans différents subnets. On fera peut-être un talk plus tard sur justement le networking sur AWS, qui mérite quand même un chapitre dédié. Et en termes de gestion des flux, vous avez la partie Security Group, qui va vous permettre du coup de gérer les flux entrants et les flux sortants de votre fonction Lambda. Si on revient un peu sur la facturation, en fait, vous avez 2 modes de facturation. Vous payez par invocation. D'accord, vous payez simplement par invocation. Donc juste le fait d'appeler votre fonction Lambda, même, bon, on ne sait pas encore combien de temps elle a duré, etc. Vous avez déjà un coût, c'est de 20 centimes par million d'invocations. On parle bien par million, ce qui est quand même assez faible. Ensuite, vous allez payer au temps d'exécution, comme on l'a dit, facturé à la milliseconde. Et donc, en fait, vous avez un pricing parce qu'on appelle par des gigasecondes. On voit qu'on a deux prix. Je vous ai sorti les prix pour la région de Paris, c'est à peu près les mêmes en Europe. Il y a des petites différences dans certaines régions, mais c'est à la marge. Et donc, vous avez un coût qui est différent si vous êtes sur une architecture x86 ou sur une architecture ARM avec les processeurs AWS Graviton. On voit que si votre code peut supporter une architecture ARM, bah déjà vous allez payer beaucoup moins cher votre temps d'invocation de votre fonction Lambda. Donc ARM, c'est moins cher, c'est plus performant, ça consomme moins, c'est meilleur pour la planète. Bref, tout le monde est content. Donc si vos applications peuvent supporter un runtime en ARM, faites-le, franchissez le pas. Bon, si on détaille un peu cette histoire de gigasecondes, en fait, comment vous allez pouvoir déterminer le prix de votre fonction Lambda? En fait, vous prenez votre temps d'invocation en secondes, vous multipliez par la RAM allouée en gigaoctets, exprimée en gigaoctets, et vous multipliez par le prix du giga à la seconde. Si on fait un petit exemple, ça va donner quoi? Moi, j'ai une fonction Lambda qui a pris 100 millisecondes, sur lequel je vais lui affecter 1 giga de RAM, et on a vu sur la slide précédente, le coût du giga seconde est de 0,00001 centime. Bah, du coup, ça donne ce prix-là. Voilà. Donc, pour faire tourner 100 millisecondes de ma lambda avec 1 giga de RAM, ça m'a coûté ça par invocation. Donc, on est quand même sur des coûts qui sont assez dérisoires. Évidemment, quand vous allez passer à l'échelle, les prix vont augmenter, mais ça vous coûtera de toute façon moins cher globalement qu'une machine, qu'une instance EC2. On pourra revenir un petit peu plus tard sur dans quel contexte il faut l'utiliser ou pas. Qu'est-ce qui se passe au final quand vous appelez votre fonction Lambda? Tout à l'heure, je parlais d'invocation, etc. Mais c'est quoi en fait? Comment ça fonctionne un petit peu? En fait, vous allez avoir un événement qui est toujours exprimé en JSON, qui va arriver sur votre fonction Lambda. Le service Lambda va appeler votre code et votre code va produire un JSON en sortie. Et c'est tout. Vraiment, le Lambda, ça prend un JSON d'entrée, ça fait du compute, ça exécute votre code et votre code va produire en fait un JSON en sortie, en tout cas un événement, un objet, si vous êtes en Go par exemple, une structure qui pourra être convertie du coup en JSON par AWS Lambda pour ensuite le renvoyer à l'API Lambda. Okay. Bon, un événement Lambda, ça correspond à ça. Voilà, c'est juste un JSON tout bête. Il n'y a pas de chose particulière. Vous avez chaque service AWS, par exemple, si vous voulez accrocher votre Lambda à une API Gateway, API Gateway va formater son JSON d'une certaine manière. Il y a une structure propre aux événements que va envoyer API Gateway qui du coup permettent à votre code de pouvoir comprendre que c'est un événement de type API Gateway puis d'interpréter les choses d'une certaine manière. Donc, mais si vous décidez vous-même d'appeler votre fonction Lambda de vous-même, vous pouvez forger l'événement tel que, comme il vous plaît en fait. Tant que vous êtes sur une structure qui est un JSON qui est valide, ça ne pose pas de problème. Ok, maintenant qu'on a vu un petit peu les bases, on va ouvrir le capot, on va voir un peu ce qui se cache dessous. Donc, juste à l'instant, je vous disais que Lambda, vous avez votre code dedans. Alors oui, mais si on est un peu plus précis, on a en fait un runtime.
Un runtime, du coup, ça peut être Go, ça peut être Node, enfin ce qu'on veut, qui va du coup lui, appeler votre code sur un point d'entrée particulier, un handler en fait. Donc, en fonction du runtime que vous choisissez, ça peut être différent. Si vous êtes en Go, en fait, vous donnez juste le nom du binaire à appeler et automatiquement, quand vous démarrez un binaire Go, typiquement, ça appelle la fonction main. En Java, c'est pareil, il y a une certaine chose à respecter comme ça. En Node.js, après, vous allez juste définir un fichier Node, un fichier JS, dans lequel vous allez exporter vos handlers et en fait, vous allez du coup spécifier à Lambda en disant, voilà, c'est le fichier dans lequel tu trouveras ma fonction à appeler et voici le nom de la fonction à appeler dans ce fichier. Et automatiquement, Lambda s'occupera de le faire. Donc, ça dépend aussi du langage. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est que vous allez avoir un appelant qui va appeler du coup l'API Lambda pour dire je veux invoquer cette fonction-là et du coup qui va lui passer le payload de l'événement et l'API Lambda, elle va s'occuper d'aller démarrer votre fonction Lambda. L'appelant, il peut être un service AWS, il peut être un autre de vos applicatifs qui va lui-même appeler directement l'API Lambda. Okay, on a vu précédemment que API Gateway, quand il appelle en fait une intégration de type Lambda, en fait derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ni plus ni moins que l'API AWS Lambda pour démarrer votre fonction. Alors, la slide suivante va être assez choquante. Donc, âme sensible, abstenez-vous. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous parle de c'est serverless, etc., mais en fait, je suis désolé de vous dire, donc, en fait, il y a un serveur derrière. Je sais que c'est un mythe qui s'effondre. Ça peut être très, très, très dur pour certains, mais non. En fait, il y a bien un serveur dans du serverless. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour voir comment est-ce qu'on peut, même avec des serveurs traditionnels, réussir à proposer un service qui est aussi fou que AWS Lambda. Donc en fait, AWS Lambda derrière, ça tourne sur des machines EC2. Et oui, il n'y a pas de secret. Hein. Quand votre code s'exécute sur Lambda, derrière, il y a une petite machine EC2 qui est en train de traiter d'exécuter votre code. Sauf que cette machine-là, elle est designée d'une certaine manière. Là, c'est intéressant de bien comprendre cette architecture, déjà pour savoir qu'il n'y a pas forcément de magie, mais aussi pour bien se rendre compte de la sécurité, de l'isolation, de la ségrégation des environnements d'exécution. Vous avez du coup le premier socle tout en bas, c'est le Nitro hardware. En fait, le Nitro, c'est une technologie qu'a développée en fait AWS qui permet de, je vous la fais assez courte, de pouvoir manager leurs machines physiques sur lesquelles ensuite ils vont pouvoir démarrer les machines virtuelles EC2. Donc c'est tout un ensemble de composants hardware qui vont permettre de gérer l'allocation des ressources à vos machines virtuelles. Plutôt que d'utiliser un VirtualBox, ils utilisent en fait une technologie Nitro. Ensuite, vous allez avoir du coup l'OS de l'hyperviseur, vraiment de la machine en lui-même, de la machine EC2 qui va du coup lui pouvoir démarrer. Donc là, ces deux couches-là sont partagées pour plusieurs clients, pour plusieurs comptes AWS. D'accord. Donc là, c'est commun. Ensuite, vous allez dans cette machine EC2 démarrer un hyperviseur. L'hyperviseur, c'est Firecracker, je crois que j'en parle juste après, c'est un truc qui est open source, qui va permettre, lui, de pouvoir démarrer des MVM, en fait, des micro-virtual machines. Il est capable de booter vraiment une VM en moins de 125 millisecondes, qui est extrêmement rapide. Et là, du coup, on est déjà sur une couche où on va travailler que par un compte AWS. Donc, quand j'ai un compte AWS qui veut invoquer une fonction lambda, j'ai une machine EC2 où j'ai démarré un hyperviseur dédié qui va pouvoir traiter les invocations de ce compte AWS précis. Donc là, j'ai déjà une très forte isolation. Ensuite, j'ai ma petite machine virtuelle. C'est pas fini. Je vais encore avoir une autre couche d'isolation parce que on a dit la machine virtuelle, elle va pouvoir traiter différentes invocations dans le même compte AWS. Mais moi, j'ai potentiellement plusieurs fonctions sur mon compte AWS. Et je veux que mes fonctions elles soient isolées les unes des autres. Pas parce que je suis dans un même compte que j'ai pas envie d'avoir une isolation forte entre mes fonctions. Dans ce cas, en fait, on va avoir dans cette machine virtuelle, dans cette micro-virtual machine, une sandbox qui va démarrer. En fait, c'est un micro-kernel Linux qui est extrêmement limité, qui lui va du coup pouvoir démarrer le runtime que vous avez choisi pour votre fonction lambda pour à la fin exécuter le code de votre fonction. Et donc, ces trois dernières couches, la sandbox, le lambda runtime et la fonction code, ça c'est pour une fonction.
Donc, quand une fonction démarre, elle a en fait un bout d'un noyau d'un kernel Linux, en fait, sur lequel elle peut manipuler, qui lui permet d'être vraiment scopée dans un environnement dont elle ne peut pas sortir. Même si la micro-machine virtuelle qui est au-dessus, qui encapsule en fait ce micro, ce kernel propre à cette fonction, lui, il va pouvoir traiter d'autres fonctions en parallèle, mais chaque fonction reste vraiment isolée dans, dans son contexte d'exécution. Il ne peut pas voir ce qui se passe sur la machine, en fait. Il n'a aucune possibilité. Par contre, l'hyperviseur et la micro virtual machine, lui, peut voir ce qui se passe, mais il verra que au niveau de son compte AWS à lui. Et au-dessus, la partie host et la partie hardware, effectivement, bah, eux, ils voient tout ce qui se passe sur l'ensemble des comptes. Mais du coup, on a vraiment tout un tas de strates d'isolation, de ségrégation pour que même si vous êtes sur des instances EC2 qui sont managées par AWS, vous êtes sûr que quand vous exécutez, il n'y a personne d'autre sur la machine qui peut voir ce qui s'y passe. Parce que tout un tas d'isolation géré avec des kernels Linux, des kernels invités. Alors, je vous ai redétaillé un petit peu ça sur le fonctionnement. C'est assez ingénieux d'avoir quand même pensé à ça. Et du coup, ça aussi garantit une certaine isolation forte. Nous, c'est des questions qu'on s'est posées, évidemment, chez Trezor. On est quand même un établissement de paiement, donc on traite de la donnée un peu sensible quand même. Donc, voilà, c'est aussi une chose qu'on a vérifié, que personne puisse voir ce qu'on fait en fait sur Lambda. Bah, on a réussi. Un autre point aussi, c'est que ces instances EC2, en fait, elles ont des durées de vie. Et les sandbox aussi, elles ont des durées de vie. Le CD Worker, en fait, il redémarre toutes les 14 heures. Toutes les 14 heures, quoi qu'il se passe, la machine, elle est reboot. Donc, du coup, s'il y avait des choses qui étaient en RAM, qui n'étaient pas bien parties, etc., au moins, on est sûr que tout est nettoyé, purgé. Et votre sandbox à vous, c'est vraiment ce qu'on appellera par la suite le contexte d'exécution de votre fonction lambda. Lui, en fait, il a un répertoire TMP du coup qui est partagé. Donc, c'est-à-dire que vous avez une fonction lambda que vous invoquez une première fois. Du coup, une sandbox va être créée. Cette fonction lambda écrit quelque chose dans le TMP. Vous réinvoquez la même fonction lambda. Du coup, on va réutiliser la sandbox précédemment créée. Et là, vous avez encore accès au répertoire TMP. Donc, vous voyez ce que la première lambda a pu faire. Mais vous êtes sur des invocations d'une même fonction lambda. Vous n'avez pas un répertoire TMP partagé entre vos fonctions lambda. Non. Vous avez un répertoire TMP partagé pour les invocations d'une même fonction lambda. Et puis, si vous avez plus d'invocations, passé un certain temps, alors, vous pourrez trouver dans la littérature, on parle de 15 minutes, mais en vrai, ce délai est à la main de AWS. Vous ne pouvez pas savoir, en fait, ce que AWS fait s'il décide de tuer votre sandbox juste après votre invocation, il peut le faire. Par contre, des fois, il va pouvoir la laisser active quelques minutes supplémentaires pour que jamais une autre requête, une autre invocation venait à arriver, alors il n'aurait pas besoin de la recréer parce qu'il pourrait réutiliser une qui est en attente, qui est déjà prête, et du coup, traiter beaucoup plus rapidement votre invocation. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis une durée qui est assez courte, qui est, on va dire, inférieure à 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, ben, votre sandbox est supprimé, donc fatalement, le répertoire TMP est purgé, etc., etc. Tout à l'heure, je parlais de résilience réseau. Effectivement, quand vous allez appeler l'API lambda pour dire je vais invoquer cette fonction, votre fonction est du coup une configuration. Vous voulez peut-être attacher un subnet. Ce subnet a été défini dans une AZ, donc fatalement, le worker en question va être un worker qui est dans la même AZ que votre subnet. D'accord? Donc, ça aussi, ça peut vous permettre, c'est un bon design. Quand vous avez une fonction lambda, si vous voulez la mettre dans votre VPC, créez 3 subnets, un dans chaque AZ, et associez votre lambda à vos 3 subnets. Comme ça, vous aurez de manière aléatoire une répartition des invocations, un coup dans la ZA, un coup dans la ZB, un coup dans la ZEC. Ça, c'est pour les régions, on va dire, européennes, elles ont généralement que 3 AZ. Aux États-Unis, elles en ont plus, mais vous avez compris l'idée.
Si on détaille un peu, si on rentre encore un peu plus justement dans le cycle des vies, on va dire dans l'invocation, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous allez demander vous allez appeler l'API invoke de Lambda. Donc derrière en fait AWS utilise des composants que vous-même pouvez utiliser. Hein. Ils utilisent un application load balancer pour répartir en fait la charge sur plusieurs front-end, plusieurs on va dire, machines, instances, applicatifs qui vont s'occuper de faire deux choses. Soit, en fait, il a connaissance d'une sandbox qui est déjà en place sur un worker. Donc, il va appeler, il va invoquer ce worker parce qu'après tout, il est prêt, donc on s'en sert. Si par contre, il n'en a pas en stock, du coup, il va demander au worker manager, voyez, trouve-moi une sandbox parce que là, j'ai besoin d'avoir, j'ai une invocation qui arrive, là, faut que j'y réponde, mais je ne sais pas où je dois invoquer. Bon. Le worker manager, il se dit, ok, bon, j'ai pas de worker sous la main, faut que je sache où je vais démarrer ma sandbox en fait. Et du coup, il va appeler le placement manager où en fait, lui, il va devoir trouver un worker qui a de la place pour accueillir votre lambda. Vous savez que votre lambda, vous lui avez dit, par exemple, je veux mettre 10 gigas de RAM. Donc, il faut un minimum qu'il trouve un serveur, un worker où il va y avoir 10 gigas de RAM de disponible parce que si votre lambda se met à tout consommer, il faut que vous puissiez avoir vos 10 gigas de RAM que vous avez demandé. Donc, il y a une gestion de la répartition de la charge. Et donc, une fois qu'il a trouvé, il a trouvé le bon worker, il répond au worker manager, tiens, c'est sur ce worker-là. Le worker manager va du coup lancer la phase d'initialisation du worker. On verra après ce que ça implique. Et votre worker va du coup aller télécharger votre package, en fait, le zip de votre fonction lambda, qui du coup se trouve sur un bucket S3. Donc, c'est ça en fait qui se passe à chaque fois que vous avez une invocation de votre fonction lambda. Donc, évidemment, ça engendre un petit peu de latence, mais une fois que votre sandbox elle est faite, donc c'est pour ça que la première invocation prend un peu plus de temps. On parle du coup de cold start, de démarrage à froid. On reviendra après sur qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le premier va être un peu consommateur en temps. Par contre, les suivants seront quand même beaucoup plus rapides parce que le front-end, c'est directement sur quel worker il peut aller taper. Donc, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Un autre avantage, on va dire, du modèle lambda, c'est que si vous êtes sur une infrastructure assez traditionnelle, on va dire avec des instances les deux, vous avez dû déjà avoir passé ce thread. C'est le modèle de responsabilité partagée, la version classique. Donc, on a la responsabilité de AWS, donc ce que AWS s'engage à gérer. Eux, ils maintiennent le hardware, ils maintiennent les régions, ils maintiennent, on va dire, la couche basse. Et vous, de votre côté, enfin côté client, vous devez gérer le chiffrement des data, l'OS de votre machine virtuelle, de votre plateforme, votre application, la gestion des habilitations, etc., etc. Donc, vous avez beaucoup de choses à gérer. Amazon gère que, on va dire, la partie basse. Amazon s'assure que votre instance, elle démarre. Ce que vous y faites dedans, c'est plus sa responsabilité. On pourrait le schématiser comme ça. Sauf que sur Lambda, en fait, le modèle de responsabilité, il change. Et il change du coup en votre faveur, en faveur du client, parce qu'au final, vous avez encore moins de choses à gérer. Parce que la partie compute, l'environnement d'exécution, le runtime, l'infrastructure réseau, ben, c'est plus à vous de le gérer. C'est à Amazon de le gérer. Donc, en termes de responsabilité, vous vous déchargez d'une bonne partie de la responsabilité sur AWS. Et donc ça, quand on est une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup moins de choses à gérer. Ça veut dire que vous ne gérez plus les patchs de sécurité de vos machines. Parce que Amazon va s'occuper de le faire. Et donc, dès la prochaine exécution de votre fonction Android, vous allez tomber sur un worker qui est patché. Donc, vous êtes en sécurité. Vous n'avez plus besoin de gérer des mises à jour d'OS. C'est pareil. Amazon va le gérer pour lui. Et donc, dès votre prochaine enquête, vous allez tomber sur un worker qui a un OS qui est bien à jour. Les mises à jour du runtime. Il y a des mises à jour de fixe, des mises à jour mineures sur une version de Node.js. Pas de souci. Automatiquement déployé. Et vous restez du coup, vous ne réfléchissez qu'en termes de version majeure. Et évidemment, vous n'avez plus à gérer les parties firewall applicatives, donc plus de IP table à configurer, etc., etc. Vous gérez tout qu'au niveau des security groups, qui est quand même beaucoup plus facile à gérer. Donc, Lambda, c'est cool parce que c'est du compute, etc., sans gérer le serveur, mais ça veut dire plein de choses ne pas gérer un serveur. Et donc, notamment en termes de reste de responsabilité, ça veut dire pour vous beaucoup moins de choses à gérer. Alors, tout à l'heure, quand on parlait des langages et des runtime, je vous disais que je vous ai sorti une liste qui sont supportés officiellement par Amazon, mais
Typiquement, dans la liste, il y en avait un qui m'embêtait beaucoup, c'est qu'il n'y avait pas PHP. Et donc, on a des moyens pour faire ça, parce qu'en fait, sur votre fonction lambda, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle des custom layers. Donc, en fait, imaginez que c'est comme un gâteau. Vous allez pouvoir empiler des couches. Vous avez votre code. Et ensuite, en dessous, vous allez pouvoir empiler tout un tas de couches. Et en fait, ces couches-là, l'avantage, c'est qu'elles sont réutilisables entre vos fonctions lambda. C'est que vous allez créer un layer une fois. Vous allez pouvoir l'associer à une fonction lambda. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans votre layer? Vous allez pouvoir mettre du code, éventuellement vos librairies, typiquement vos modules NPM. Si vous savez que vous en avez beaucoup, vous avez toujours les mêmes que vous utilisez. Plutôt que de les packager avec votre code à chaque fois, mettez-les dans un layer et affectez ce layer à votre fonction lambda. Ça marche très bien. Vous avez besoin d'un binaire pour convertir un fichier HTML en PDF, par exemple. Je pense qu'on l'a tous eu. Mais du coup, vous pouvez mettre ce binaire-là dans un layer et vous savez que si votre code a besoin de ce binaire-là, hop, vous associez ce layer à votre fonction lambda. Et aussi, vous pouvez du coup mettre un runtime, parce que finalement, un runtime, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un binaire. Donc, vous pouvez mettre potentiellement le binaire PHP dans un layer. Vous avez jusqu'à 5 layers par fonction lambda. Du coup, l'avantage du layer, c'est que ça réduit le taille de votre code, le package en fait de votre code. Vous pouvez mettre moins de choses dedans. Et puis, du coup, c'est surtout réutilisable entre plusieurs fonctions lambda. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Qu'est-ce que ça implique de créer votre layer? En fait, c'est extrêmement simple. Vous avez un script bash qui s'appelle Bootstrap à avoir. Et ce script bash, en fait, il doit, à la fin, faire des appels API. Vous avez 3 appels à faire. Le premier appel qui va vous permettre de vous récupérer l'événement courant, c'est-à-dire l'événement que votre lambda doit traiter. Donc, quand votre script Bootstrap est appelé, en fait, vous ne savez pas ce que vous devez traiter. Vous allez devoir demander à l'API lambda qui vous dise, voilà ce que tu dois traiter. Ensuite, vous invoquez, vous faites votre propre tempo, donc typiquement vous appelez votre binaire PHP, vous lui passez votre script, etc. Et puis, vous récupérez la sortie, et là, vous allez du coup appeler un endpoint, donc AWS, donc vous allez passer le AWS request ID, et vous allez appeler l'endpoint response, vous allez dire, voilà, ma réponse, c'est ça. Et si votre code a rencontré une erreur, vous appelez l'endpoint error pour dire, voilà, mon invocation est en échec, j'ai pas réussi à traiter ce que tu me demandais de faire. Voilà. Donc, vous avez 3 appels, API à implémenter, et du coup, vous pouvez traiter n'importe quel langage sur Lambda, parce que vous allez pouvoir définir un runtime qui est une Amazon Linux. Donc, en fait, vous allez vous retrouver dans un environnement Linux. Donc, à partir où vous avez un binaire, en fait, vous allez pouvoir exécuter n'importe quel langage, même qui ne sont pas supportés nativement par Lambda. Du coup, ça vous donne encore, effectivement, vous regrappillez un petit peu sur le modèle de responsabilité qu'on a vu avant. Il y a des choses qui reviennent dans votre périmètre, dans votre script, mais vous n'êtes pas limité. En fait, si même vous avez des applications un petit peu exotiques, etc., aucun problème. Vous pouvez potentiellement les faire tourner sur AWS Lambda. Et ça, c'est plutôt pas mal. Sur le petit schéma qu'il y avait juste avant, on parlait ici, vous voyez que au niveau des API, vous avez le Lambda Service, vous avez les appels endpoint, et ici on parle de Lambda Extension. Voilà, on voit qu'on a un petit truc en vert là qui est autour de notre runtime plus de notre code. En fait, qu'est-ce que c'est une Lambda Extension? En fait, c'est quelque chose qui va s'exécuter dans un processus séparé, ou il peut s'exécuter dans le même processus que votre code. Il va partager les ressources de la Lambda. Et donc, il va en fait s'exécuter autour de votre fonction lambda. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va pouvoir mettre du monitoring. Vous n'avez peut-être pas forcément envie que ça soit votre code qui va faire des appels à vos outils de monitoring pour dire qu'il y a eu une invocation et donner quelques paramètres. Vous pouvez aussi le mettre autour, donc faire un code qui soit assez générique et le déployer sur toutes vos fonctions lambda. Typiquement, ce petit lambda extension pourrait prendre le nom de la fonction lambda courante, l'heure et tout un tas de paramètres et les envoyer à votre système de monitoring. Pourquoi pas? Vous pourrez éventuellement, imaginer en faire un proxy pour de la sécurité. C'est-à-dire quand vous voulez faire des appels, votre code va appeler un endpoint en fait qui sera géré par votre lambda extension que vous allez pouvoir résoudre et qui lui va s'occuper de éventuellement filtrer, repérer, etc. avant de les envoyer. Vous pouvez aussi mettre en cache des secrets dans votre lambda extension. Parce que typiquement, il faut bien que votre lambda puisse accéder au mot de passe pour se connecter à votre base de données MySQL.
Et donc pour ça, il va bien falloir que vous ayez votre secret. Donc plutôt que d'aller dans votre code, vous connecter à Secret Manager, récupérer votre secret, etc., vous pouvez avoir une petite lambda extension qui va le faire pour vous. D'ailleurs, AWS en a sorti une il y a quelques semaines. Vous lui donnez la liste des secrets que vous voulez chercher. Lui, en fait, il s'occupe de les mettre en cache pour vous. Et du coup, vous avez juste un petit endpoint à appeler sur le localhost qui, du coup, va être catché par le lambda extension pour vous retourner votre secret. Donc voilà, vous avez plein de possibilités. En fait, avoir une lambda extension, c'est vraiment pour mettre quelque chose autour de votre code, autour de votre applicatif. Si on regarde un petit peu le cycle de vie, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on parlait de, quand on a vu le schéma sur l'invocation avec le worker manager, etc., etc. On a trois phases. On a l'init, l'invoke et le shutdown. Donc, au moment de l'init, en fait, on va démarrer votre code, on va démarrer le runtime, on va démarrer le lambda extension. Ensuite, on va avoir des invocations. Donc, on a une première partie invoke, donc là, on appelle vraiment votre code, on traite l'événement. Si l'événement en fait a été en erreur, dans ce cas-là, on va shutdown votre extension et on va reset le runtime. En fait, on va vraiment remettre un petit peu votre lambda à zéro, votre contexte d'exécution lambda à zéro. Puis ensuite, on va avoir une nouvelle invocation qui arrive. Donc là, vu qu'on a tout remis à zéro, il faut à nouveau qu'on réinit tout ça. Et puis à la fin, quand on a tout fini, on va du coup pouvoir après la partie shutdown. Donc en fait, vous avez trois positions possibles sur lesquelles vous allez pouvoir traiter au niveau de votre lambda extension. Vous allez pouvoir faire des choses à trois niveaux différents. À l'init, à l'invoke et au shutdown. Donc après, libre à vous d'imaginer les cas d'utilisation possibles. Une autre fonctionnalité un petit peu sympa de lambda, c'est les lambda URL. Alors, je vous parle souvent de la stack API Gateway et Lambda, qui est bien, qui est une bonne stack, qui permet de faire beaucoup de choses que API Gateway est extrêmement puissant, mais peut-être que des fois, vous avez juste besoin de mettre l'expression à endpoint super rapidement pour délivrer une feature extrêmement vite à un client, pour vous aider pour quelque chose, etc. Peut-être pas besoin de sortir la grosse artillerie, API Gateway, plus Lambda, etc. Vous pouvez directement, en fait, avoir une URL qui va invoquer directement votre fonction Lambda. Donc, en gros, c'est comme si Lambda propose une espèce de mini API Gateway, donc qui en plus propose des fonctionnalités plutôt intéressantes. Typiquement, ça va gérer l'authentification. Donc en fait, ça va être de l'authentification via du IAM. Il faut que l'appelant possède le rôle, la permission invoke function URL. D'accord? Ou vous pouvez aussi désactiver l'authentification. Dans ce cas, votre endpoint sera accessible à n'importe qui peut être aussi pratique, mais attention quand même. Donc, vous avez une gestion des corses. Donc si typiquement vous voulez dans votre application front-end appeler votre lambda directement via sa lambda URL, vous pouvez en plus restreindre via les corses qui va pouvoir appeler votre fonction lambda, quel navigateur pour appeler votre fonction lambda. Typiquement, c'est extrêmement pratique pour faire un petit POC ou pour exploiter très rapidement du code métier sans devoir sortir, comme je disais, une énorme stack. Voilà, vous devez faire un petit endpoint qui va juste faire un select en base et puis vous redonner une donnée. Ça marche très bien, c'est très rapide et ça se développe, ça se met en prod en quelques minutes. C'est ça qui est extrêmement rapide. Et du coup, c'est évidemment comme c'est du lambda derrière, scalable, résilient, enfin tout ça, vous connaissez la musique. Une autre possibilité sur lambda qui est quand même pas mal, c'est ce qu'on appelle les lambda versions et lambda alias. Donc, vous allez pouvoir, quand vous déployez votre code, donner une nouvelle version en fait de votre fonction lambda. Donc, votre fonction lambda, elle a deux bases, elle a tout un ensemble de configurations, et vous allez pouvoir en fait lui donner des itérations successives de la version du code. Mais également, vous allez pouvoir faire varier la configuration en fonction de la version. Vous avez quelques paramètres que vous pouvez ajuster qui sont spécifiquement associés à une version de votre fonction lambda. Donc, le numéro de version lambda, c'est le numéro, c'est incrémental, ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et puis, sinon, vous avez un identifiant générique qui s'appelle $latest qui, lui, en fait, va toujours vous renvoyer vers la dernière version de votre fonction lambda. Ce qui est possible d'être pratique dans certains cas. Et donc, ensuite, vous avez la notion de alias. Alors, un alias, ça pointe vers une version, ou ça peut pointer vers deux versions. Dans ce cas, si vous choisissez de faire pointer vers deux versions, vous allez pouvoir répartir un poids entre les versions. Typiquement, vous voulez tester votre nouvelle version de prod, mais vous voyez qu'il n'y a que 20% des appelants qui tombent dessus, vous pouvez vous créez un alias qui s'appelle prod, vous faites pointer vers votre version courante et la version précédente, et vous répartissez comme ça le poids de chacune des versions. C'est pratique pour un A/B test ou ce genre de choses. Donc,
Ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez aussi faire, on avait vu sur API Gateway, mais votre fonction lambda, comme on a dit, ne va pas forcément toujours être appelée par API Gateway. Elle peut être appelée par d'autres services, peut être appelée par tout un tas d'autres choses. Donc, vous pouvez directement gérer un petit peu cet A/B test au niveau de votre fonction lambda, qui est plutôt pratique. Un alias, du coup, c'est un nom qui est alphanumérique, ça peut être prod, pré-prod, ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez du coup changer la version vers laquelle pointe votre alias. Typiquement, vous définissez un alias prod, et puis vos appelants, ils n'ont pas besoin de se poser la question de c'est quoi la version qui est associée à la prod. Eux, ils pointent juste vers prod, et c'est vous derrière qui allez associer que en fait, prod, c'est successivement la version, c'était la version 1, plus la version 2, plus la version 3, etc. Donc, quand vous travaillez en équipe, ça peut être très pratique. Vos collègues tapent sur la version prod, et après, c'est vous qui choisissez quelle est la version qui est derrière. Eux, ils ont juste tapé sur l'alias prod, par exemple. C'est quand même plutôt pratique. Un petit détail du coup de comment se comporte un ARN. Donc un ARN, c'est Amazon Resource Name, c'est l'identifiant unique d'une ressource chez AWS. Donc en fait, vous allez avoir donc ARN2.AWS, donc là c'est votre partition, à moins que vous soyez sur une partition en Chine ou du gouvernement américain, mais non, vous aurez toujours AWS. 2.lambda, donc ça on est sur le service lambda, 2 points du coup de notre région, on a dit que lambda c'est un service qui était un régional, 2 points votre account ID AWS, 2 points function, 2 points le nom de votre fonction lambda, d'accord. Donc, c'est pas un nom qui est généré par AWS, c'est vraiment un nom sur lequel vous avez la main. 2 points, votre lambda version, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou si vous mettez pas les 2 points, par défaut, du coup, ça prendra toujours vers la dernière version de votre fonction lambda. Si vous voulez appeler un alias, c'est le même principe, sauf que, en fait, c'est plus 2 points lambda version, c'est 2 points votre alias. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, vous pouvez du coup appeler spécifiquement une version ou un alias spécifique. Quand vous démarrez votre fonction lambda, AWS vous injecte tout un tas de variables d'environnement. Alors, je vous ai listé ici, je vous ai mis surtout le lien vers la doc en bas. Vous avez accès à tout ça, qui vous donne quelques informations sur quel est le nom de votre fonction, quelle est la version, quelle est la RAM que vous avez allouée. Vous avez également des credentials AWS, donc AWS Access Key, AWS Key ID et Secret Access Key et Session Token. Bref, tout un tas d'informations qui sont en fait des credentials pour pouvoir assumer le rôle IAM associé à votre fonction lambda. Et donc, votre fonction lambda a un rôle IAM qui permet de pouvoir faire des choses. Et donc, vous avez des idées, des credentials éphémères qui sont que pour votre invocation courante de votre fonction lambda pour pouvoir accéder aux API AWS avec les droits que vous avez autorisés à votre fonction lambda. C'est plutôt très, très pratique. Donc, vous n'avez pas de secrets à uploader qui pourraient contenir des clés d'accès à AWS. Non, c'est directement AWS qui vous les injecte en variable d'environnement. Bon, puis vous avez aussi quelques autres petites informations. Ok. Maintenant qu'on a un peu fait le tour de ce que ça peut faire et de comment ça fonctionne, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail d'une invocation. Alors, le cycle de vie d'une invocation, en fait, c'est celui-ci. Donc, vous avez deux choses. En fait, on va dire qu'on va les découper en deux parties. Vous avez ce que AWS gère, est-ce que vous allez pouvoir gérer, sur lequel vous allez pouvoir avoir un review. Donc, on a le téléchargement du code. On a dit, en fait, votre code, le package de votre main, en fait, c'est un fichier zip qui est stocké sur S3. Ah, vous n'avez pas la main. Ça, c'est Amazon qui va le télécharger dans son worker. Le démarrage de la micro VM et de l'environnement de sandbox, vous n'avez pas la main, ça c'est géré dans Worker AWS, donc ça vous n'avez pas la main. Mais sauf que ces deux phases-là sont dans le processus de cold start, le processus de création, d'initialisation en fait de votre environnement d'exécution lambda. Ensuite, votre code va commencer à démarrer. Donc on va démarrer votre runtime et ensuite on va vraiment exécuter votre code. Donc là, vous pouvez en fait agir sur ça. Donc si vous avez un runtime qui est personnalisé, vous avez une capacité de pouvoir le faire démarrer le plus vite possible. Le fameux petit fichier Bootstrap dont je parlais tout à l'heure, le fichier bash. Et ensuite, quand votre code va démarrer, là, vous avez aussi une capacité à pouvoir faire en sorte que votre code démarre plus vite. On verra comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Mais c'est ça, on va dire, la répartition entre ce que vous pouvez faire et ce que AWS peut faire. Alors, il est important qu'on parle environnement d'exécution, cold start et concurrence. Alors,
On va essayer de décrire un petit peu ce schéma qui est extrêmement important pour comprendre en fait quel est l'impact des éventuels clock starts que vous pouvez avoir. Donc on a dit que un clock start survient quand il n'y a pas d'environnement d'exécution qui est disponible pour traiter votre requête. Et donc dans ce cas, il va falloir en créer un pour traiter votre requête. Donc on a typiquement la requête 1, 2 et 3. On voit que la requête 2 et la requête 3 arrivent un petit peu après la requête 1, mais la requête 1 est déjà en cours, donc là, on n'a pas d'environnement dit disponible. On va du coup en créer un, donc Cockstart. Ensuite, on va pouvoir traiter notre requête. Pareil pour la requête 2, la requête 3. À ce moment-là, j'ai toujours pas d'environnement qui est disponible, pas d'environnement sous la main. Donc, je vais en créer 3. Donc là, je vais avoir 3 Cockstart. OK. Ensuite, ma requête 4, ben en fait, elle arrive, mais j'ai toujours pas d'environnement. Je suis en train d'en créer pour traiter des requêtes, les requêtes 1, 2 et 3, mais elles sont pas encore finies d'être traitées. Donc, j'ai toujours pas d'environnement qui suit. Donc, du coup, je vais créer un environnement pour ma requête 4. Ben, pareil, hein, ma requête 5 arrive, mes requêtes 1, 2, 3 sont toujours en cours, ma requête 4 elle est toujours en cours, j'ai pas d'environnement, donc là, je vais créer encore un cinquième environnement. Bon, mon exécution se passe, donc ma requête 1, 2 et 3 se termine, ma requête 4 et 5 est toujours en cours, et là j'ai une sixième requête qui arrive. Oh, bah, super, j'ai libéré mon environnement qui est associé à ma requête 1, ok, bah, du coup, AWS va réutiliser ce même environnement pour exécuter ma lambda. Donc là, j'ai pas de code de Cockstart, je tire pleinement puissance de lambda. Ma requête 7 arrive un petit peu après, donc il ne s'est rien passé. Et là, je vois que ben, j'ai mon environnement qui était à la base pour ma requête 2 qui est disponible. Donc on voit qu'il y a eu un petit temps mort entre la requête 2 et la requête 7. Un petit espace. Ben, c'est pas grave, en fait, AWS n'a pas jugé bon de tuer mon environnement. Donc il a gardé, démarré, il a gardé chaud. Donc, ben, du coup, je pourrais réutiliser pour ma requête 7. Pareil pour la requête 8. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, en fait, vous allez avoir une capacité à pouvoir, que AWS va utiliser pour réutiliser des containers en masse. Donc, en fait, si vous avez un nombre de requêtes constant, en simultané, on ne parle pas de nombre de requêtes par seconde, on parle vraiment de simultanéité de la requête, effectivement, Lambda va devoir démarrer beaucoup de containers. Mais une fois qu'ils sont démarrés, ils vont pouvoir être réutilisés pour traiter toutes vos requêtes suivantes. Donc, vous allez prendre en fait du Cockstart si vous avez à un instant T un grand volume de requêtes simultanées. Mais si vous avez un flot de requêtes constant, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, je vous ai sorti cette petite requête log insight. Elle n'est pas de moi, hein, je vous rassure, je l'ai trouvée, qui vous permet de pouvoir faire en fait l'analyse de vos logs, de logs qui sont produits par Lambda pour justement mesurer un petit peu le nombre de Cockstart que vous avez vu, etc., etc. Qu'est-ce que ça donne? Là, je vous ai sorti un petit graphe d'une workload que j'ai. Donc, vous avez dans la première colonne le nombre d'invocations. Chacune représente une heure. Donc, c'est scopé sur une heure. Vous avez du coup à gauche, dans la première colonne, le nombre d'invocations de la fonction lambda. Et la colonne suivante, vous avez le nombre de cold start associés, le pourcentage de cold start et la durée max d'un cold start que j'ai pu avoir pour ma fonction lambda. Donc on voit que sur, typiquement, là, si je prends la deuxième ligne, j'ai 114 000 appels, donc 114 000 invocations de ma lambda sur une heure, et j'ai eu que 51 cold start, c'est-à-dire 0,04% de requêtes, d'utilisateurs qui ont potentiellement eu l'impression que ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. C'est quand même assez infime. Et pourquoi je veux vraiment citer sur ce point-là? Parce que la première fois que j'ai utilisé Lambda, j'ai utilisé la console AWS, j'ai mis ma fonction Lambda, j'ai cliqué, et j'ai vu que ça prenait 3 secondes. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est un truc qui n'est pas du tout performant, c'est de la merde. En fait, non. C'est juste que mon environnement était froid, je suis en train de faire du dev, donc je fais un appel toutes les X minutes, donc l'environnement est systématiquement froid, donc je me tape à chaque fois un cockstart. Par contre, comme vous allez mettre votre workload de production dessus, vous n'aurez aucun problème parce que vous aurez du flux constant. En tout cas, j'espère que votre applicatif a du flux constant. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la provisioning concurrency, donc la simultanéité allouée. Et en fait, ça va vous garantir que vous avez un environnement d'exécution, donc une sandbox qui soit toujours chaude. Elle est toujours prête à pouvoir traiter une invocation. Du coup, ça réduit le temps du quick start, ce qui est plutôt intéressant pour vos applications qui ont besoin d'une faible latence, mais qui sont peu sollicitées.
une point d'authentification, par exemple. Une point d'authentification, il n'est peut-être pas souvent utilisé parce que vous allez émettre un token, peut-être qui a une durée de vie de 1 heure, mais vous avez besoin que quand on vous appelle, vous devez répondre vite. Par contre, la pooling concurrency engendre un coût fixe, en fait, parce que vous allez devoir maintenir un environnement lambda qui est toujours up. C'est des coûts qui ne sont pas très élevés, mais effectivement, vous avez un coût fixe à prévoir. Dans les invocations, tout à l'heure, je parlais d'invocations synchrones et d'invocations asynchrones. La différence fondamentale entre les deux, c'est que on appelle synchrone, l'appelant, en fait, il attend la fin de l'exécution de votre fonction lambda. D'accord? C'est-à-dire qu'il appelle l'API et l'API, du coup, l'API lambda va invoquer votre fonction. Et donc, tant que votre fonction, si votre fonction met 3 minutes à s'exécuter, l'appelant, il va attendre 3 minutes que ça finisse de s'exécuter parce qu'il n'aura pas de réponse. Et du coup, vous n'avez pas de retry automatique. C'est que si votre lambda répond une erreur, l'API lambda va répondre une erreur et puis du coup, vous n'aurez pas de retry automatique. En appel asynchrone, l'appelant, en fait, il lance l'appel, mais il ne connaîtra jamais la réponse. Il dit voilà, il fait confiance à lambda, il dit voilà, lambda va invoquer cette fonction avec cet événement, puis fais-le de manière asynchrone, je m'en fiche. Et là, par contre, vous allez avoir du retry automatique qui va être managé par AWS. Et donc, vous allez pouvoir envoyer votre message dans une daily queue au bout de N tentatives. Le traitement des erreurs, justement, en fait, vous allez pouvoir le configurer au niveau de votre fonction lambda. C'est-à-dire, vous allez pouvoir configurer le nombre de fois que AWS va tenter de réexécuter ce même événement sur votre fonction. Donc là, vous n'avez pas besoin de le coder vous-même, ça peut être managé automatiquement par AWS. Vous allez également configurer le temps que le message va pouvoir être gardé dans la file de message de lambda. En fait, lambda, quand vous faites un appel asynchrone, c'est pas magique non plus. Derrière, en fait, j'utilise SQS. Donc, votre message est dans une file SQS qui est managée par AWS, hein, vous ne le voyez pas. Et en fait, vous allez avoir des workers chez AWS qui vont prendre ce qu'il y a dans cette file de message SQS et aller invoquer votre fonction lambda comme si c'était une invocation synchrone, en fait. C'est ça qui se passe derrière. Donc, vous avez tout un système vous allez pouvoir définir le temps que le message va rester côté AWS en cas d'erreur. Ensuite, vous allez pouvoir, une fois que AWS a tenté de réexécuter votre événement N fois et qu'il n'a pas réussi à le faire, il va falloir du coup définir où c'est qu'on envoie cet événement. On va l'envoyer soit dans une dedicated queue, donc dans une dedicated queue, en fait, c'est une file de messages SQS. Donc uniquement en cas de message en échec ou si votre message est expiré, c'est-à-dire s'il est trop vieux pour être stocké par lambda. Donc là, vous pouvez délivrer soit sur SQS, soit sur SMS. Vous allez avoir quelques informations en message attribut tels que le request ID, le code d'erreur envoyé par votre lambda, etc. Vous allez pouvoir configurer une DLQ pour une version spécifique de votre fonction lambda. Donc, si vous créez une nouvelle version, vous allez pouvoir potentiellement avoir une nouvelle configuration de la manière dont vous allez traiter les erreurs de cette version spécifique de votre fonction lambda. Vous avez également, si vous regardez dans la console, on vous parle de destination. La destination, du coup, c'est là où vous allez pouvoir envoyer votre événement, que ce soit d'ailleurs en succès ou en échec. Là, vous avez une capacité à l'envoyer dans plus d'endroits, SMS, SQS, lambda, EventBridge. Vous pouvez même avoir une fonction lambda qui peut être appelée si votre première fonction lambda est en échec. On peut vraiment aller assez haut. Au niveau des logs, par défaut, votre fonction lambda, elle va écrire du log. Si vous donnez évidemment les bons droits sur le CloudWatch, mais il va automatiquement créer un groupe de logs par fonction. Et dans ce groupe de logs, vous aurez un log stream par environnement d'exécution. Donc c'est aussi ça qui peut permettre de voir si vous êtes dans le même environnement d'exécution ou pas. Vous allez avoir tout ce qui est sur stdout et sur stdr va être renvoyé du coup dans CloudWatch. Et vous avez du coup 3 événements de log qui sont toujours managé par AWS, le start avec l'invocation ID, c'est-à-dire l'identifiant de l'invocation, le end pour vous dire quand votre invocation est finie avec le même identifiant, donc tout ce qui s'est passé entre les deux messages, c'est le log de votre fonction, et le report avec tout un tas d'informations, le temps d'exécution, votre consoram, etc. C'est d'ailleurs par rapport au report qu'on a pu sortir le petit tableau de tout à l'heure avec le nombre de clock start qui sont mis. Votre lambda, du coup, peut être déclenché, comme je dis, soit par vous-même en appelant l'API lambda, ou bien par des services AWS. Vous avez plus de 200 services. Je vous ai mis quelques cas d'usage. Sur S3, dès que vous écrivez un fichier sur un bucket, boum, vous pouvez déclencher une fonction lambda. Quand il se passe quelque chose sur DynamoDB,
une insertion, une modification, une suppression pour une petite fonction lambda. Ça peut servir de point de terminaison pour SMS. Sur SQL, dès que vous avez un message qui est prêt à être traité, vous pouvez avoir une petite fonction lambda. Évidemment, API Gateway, Kinesis, qui peut être très pratique si vous voulez formater un message, une donnée qui transite dans un flux Kinesis, vous pouvez avoir une petite fonction lambda qui est appelée pour reformater les données. Ça peut être un point de terminaison Event Bridge et ça peut être utilisé sur Amazon MQ. Amazon MQ, c'est un service qui permet de gérer typiquement un Kafka ou un RabbitMQ. Donc aujourd'hui, si vous êtes sur RabbitMQ, vous devez créer des containers qui vont eux-mêmes télécharger, enfin pourrir les messages. Là, si vous passez par Amazon MQ, déjà vous avez RabbitMQ qui est managé par AWS et en plus vous allez pouvoir utiliser Lambda comme trigger, c'est-à-dire que c'est plus vous qui devez aller récupérer les messages de code de RabbitMQ, c'est RabbitMQ qui va invoquer votre fonction Lambda. Donc pareil, si vous avez prévu de faire de la migration, ça peut aussi être un bon point. Ça, pour le coup, je l'ai expérimenté et ça marche plutôt pas mal. Quelques limitations quand même sur Lambda. Évidemment, tout n'est pas magique. Je vous ai sélectionné, pour moi, c'est les les plus importantes à connaître parce qu'il y en a plein qui sont malheureusement non négociables. Je vous ai mis un lien en bas. Effectivement, vous avez accès à tous les quotas. 15 minutes de temps d'exécution maximum d'une fonction lambda, ça c'est pas négociable, il faudra faire autrement si vous pensiez que vous allez pouvoir mettre des crons, des batchs qui tournent pendant des heures dans une lambda, et ben désolé, c'est pas possible. Donc il va falloir revoir votre code, revoir votre architecture pour éventuellement découper tout ça. Vous avez droit à 1000 invocations concurrentes du service lambda du coup sur votre compte AWS, donc ça c'est cross lambda et ça c'est négociable, vous pouvez aller sur plusieurs centaines de milliers si vous avez des grosses workloads, pas plus de 10 gigas de RAM sur une fonction lambda. Ça, c'est pas négociable. Pas plus de 4 kilooctets de variables d'environnement, parce que vous avez également la main pour setter vos propres variables d'environnement. Vous ne pouvez pas non plus mettre des chaînes de caractères immenses dedans. Vous avez droit à 5 layers maximum. Vous avez droit à 6 mégas de payload en synchrone. Vous ne pouvez pas envoyer un JSON de plus de 6 mégas à votre fonction lambda quand vous faites un appel synchrone. Attention, si vous voulez avoir une stack API Gateway plus lambda, si vous voulez faire du transit de fichiers, ben c'est pas possible, vous ne pouvez pas pouvoir envoyer des fichiers de plus de 6 mégas à votre fonction lambda. Et 250 kg en asynchrone, et si vous repérez bien, 250 kg, c'est la limitation de SQS. C'est-à-dire que en fait, lambda utilise SQS derrière pour qu'on fait des événements asynchrones. 250 mégas de votre code, votre package lambda ne peut pas faire plus de 250 mégas quand il va être décompressé dans l'environnement lambda. Donc, si vous avez des grosses applications, il va peut-être falloir penser à les splitter. Pas plus de 1024 files descripteurs et pas plus de 1024 process ou threads issus de votre fonction lambda. Voilà, on a fait le tour de délimitation de fonctions lambda. Maintenant, voyons un petit peu quelques bonnes pratiques pour aussi tirer la pleine puissance de lambda. Donc évidemment, mettez des timeouts. On évite de mettre des lambda qui par défaut peuvent durer jusqu'à 15 minutes parce que si votre code plante, vous êtes dans une boucle infinie, peut-être ça va rester, vous allez payer pendant 15 minutes alors que ça ne sert à rien. Faites des fonctions qui sont idempotentes parce que vous n'êtes pas à l'abri de recevoir 2 fois le même événement. Donc attention. Ça peut toujours être intéressant. Évitez des lambdas monolithiques. Un besoin, une lambda, un reliable. Ça, c'est une très très bonne pratique. Si jamais vous souhaitez faire de la migration sur lambda, évidemment, mettre un monolithe dans une lambda, ça marche. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai fait. Des grosses applications PHP, ça marche. Maintenant, le but, c'est de pouvoir en sortir quand même assez vite. Optimiser le chargement de vos dépendances. Par exemple, si vous êtes en Node.js, vous ne chargez pas tout le SDK AWS. Vous allez charger qu'une partie que le client dont vous avez besoin. Vous réutilisez la connexion HTTP, donc activez le Keep Alive, minifiez votre code. Il ne faut pas si vous êtes en Node.js, dans notre langage, ça n'a pas grand-chose, mais minifiez votre code JS. Initialisez vos dépendances en dehors du handler. Donc, vous voulez des connexions DB, etc. Parce que votre handler, en fait, il va être démarré à l'initialisation de votre environnement. Donc, pour pouvoir réutiliser votre connexion à la DB entre chaque appel, plutôt que de rouvrir à chaque fois une connexion DB à chaque invocation, mettez-le en dehors. Utilisez RDS Proxy ou DynamoDB DAX. Ça, ce sont deux systèmes qui vont vous permettre de réduire le nombre de requêtes que vous allez faire à votre base de données et d'augmenter votre rapidité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, mettez le plus que vous pouvez dans des layers. Signez votre code. Ça, c'est plutôt pas mal. AWS Signer, ça vous permet de vérifier la trustabilité de votre code pour être sûr que c'est bien vos développeurs qui vont manipuler et pas d'autres personnes. C'est plutôt une bonne pratique à l'échelle de votre entreprise. Auditez votre code avec X-Ray. C'est pas vraiment auditer, c'est plutôt profiler votre code avec X-Ray, qui est l'outil qui va vous permettre de pouvoir voir tous les appels qu'a fait votre code, le temps qu'il a passé dans chaque fonction, etc. C'est vraiment un APM.
Mettez tout ce que vous pouvez mettre en cache dans TMP. Vous pourrez aussi le réutiliser entre vos invocations, c'est pas mal. Passez votre configuration dans les variables d'environnement. Évidemment, pas les secrets, mais tout ce que vous pouvez mettre en variable d'environnement, c'est pratique. Utilisez des lambda extensions justement pour charger vos secrets, du coup, qui puissent être mis en cache. AWS a d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, sorti une lambda extension qui permet de faire ça. Vous avez juste à réinstaller. C'est une configuration et c'est bon. Ne faites pas de récursif. Je sais qu'on pourrait tenter, c'est des choses que j'ai voulu faire au début en me disant, bah, ok, 15 minutes, si j'ai un traitement qui prend 1 heure, bah, c'est pas compliqué. Quand je arrive aux 15 minutes, bah, je me rappelle moi-même avec un pointeur et puis je reprends là où je m'étais arrêté. C'est tentant. C'est une très mauvaise pratique parce que si jamais vous êtes planté dans votre code et vous déclenchez une boucle infinie, euh, attention à la facturation en fin de mois. Ça peut vraiment piquer. Évidemment, surveillez le nombre d'invocations de vos fonctions d'A en succès, en erreur. C'est possible des bonnes métriques. Vous avez tout un tas de métriques disponibles sur CloudWatch par fonction sur votre compte. Donc, mettez des alarmes, vérifiez des choses. Ça peut être des bons indicateurs de la santé de votre système. Lambda Power Tuning, ça c'est vraiment l'outil à utiliser si vous voulez bien maîtriser vos coûts. Qu'est-ce que fait cet outil? Déjà, il est gratuit. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Il s'installe en fait sur votre compte AWS. C'est un petit workflow step function. Et en fait, vous allez lui donner un payload type que votre lambda doit traiter. Et lui, en fait, il va le faire exécuter à votre fonction lambda en mettant différentes configurations de mémoire de votre fonction lambda. D'accord? Donc, il va tester toutes les variantes possibles de RAM. Et en fait, il va vous tracer une courbe en vous montrant, OK, bah, là, quand j'ai mis 128 MB de RAM, ta lambda, elle a pris environ 2500 millisecondes. OK. Et puis, on voit qu'ici, on a aux alentours de 1024 mégas c'est là où les deux courbes elles se croisent vraiment très bien. Et donc, on a une bonne maîtrise entre coût et temps d'exécution. On voit que là, si je mettais 3000 mégas de RAM, je payerais beaucoup plus cher, mais j'aurais pas de temps de traitement significativement plus rapide. Donc, au final, je payerais juste plus cher pour pas de meilleure performance. Là, c'est très pratique. Comme vous savez, vous allez avoir des lambdas qui vont être pas mal sollicités, vous allez avoir pas mal d'invocations, de bien savoir quel bon réglage il faut mettre. En tout cas, parce que on parle de RAM, mais n'oubliez pas que vous avez une corrélation RAM-CPU. Donc, c'est important d'utiliser un outil comme ça qui vous permet de le faire. En plus, c'est gratuit, vous avez le lien du GitHub en bas. Quelques exemples d'architecture. On arrive, je sais qu'il est déjà 13h, je vais avoir quelques 5 minutes un petit peu de retard, mais je pense que c'est intéressant de finir sur ça. Évidemment, le traditionnel, le classique, l'unique, le seul, l'indémodable, API Gateway et Lambda. Là, vous avez une stack pour pouvoir gérer des requêtes en masse, scalable, résilient, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est évidemment, je ne peux pas passer à côté. Un cas qu'on voit pas mal aussi, c'est du redimensionnement d'image. Vous avez un user qui va uploader, je sais pas, son avatar sur un bloc ETS3. Hop, dès que vous avez un fichier qui est là, vous invoquez une petite fonction lambda qui va s'occuper de redimensionner ça et de mettre toutes vos images sur le bucket, bien propre, avec toutes les dimensions qu'il vous faut. On peut aussi d'ajouter un watermark sur une image. Mais pour ça, là, j'ai une autre solution. Plutôt que de générer un fichier, de créer un fichier, en fait, avec votre watermark, le logo de votre marque sur l'image, où vous pouvez faire en sorte de pouvoir intercepter la demande d'un utilisateur sur un objet S3. C'est-à-dire qu'il va demander, donc il va utiliser une API de Lambda, ce qu'on appelle l'API Lambda Object, il demande le fichier S3, et là, S3 va invoquer votre fonction Lambda, et donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et donc vous pouvez potentiellement modifier la donnée dynamiquement de votre objet. Ce qui peut aussi être pratique, typiquement, comme je disais, pour ajouter un watermark, pour éventuellement offusquer une donnée, en fonction si la personne est authentifiée ou pas, si elle est habilitée ou pas. Vous pouvez éventuellement parser les données de votre fichier en JSON ou de votre fichier CSV pour ne renvoyer qu'une partie, ou pouvoir anonymiser certaines données. Bref, vous allez pouvoir agir sur le cycle de vie de la donnée de manière dynamiquement en interceptant le retour S3. Vous pouvez également le faire sur des listes de fichiers ou sur des requêtes aide pour avoir des métadonnées sur votre fichier. Donc, ça peut être très pratique pour créer un mini système de fichiers hautement scalable avec S3 et hautement résilient avec Lambda. Des workers, évidemment, parce que Lambda du coup peut être utilisé sur SNS, sur SQS, sur EventBridge, donc tout ce qui peut être traitement de messages asynchrone, c'est typiquement Lambda, c'est fait pour ça et ça marche très bien, évidemment, toujours pas plus de 15 minutes. Une tâche cron, parce que dans nos applicatifs, on a souvent des crons à faire tourner, des jobs à scheduler, et on peut utiliser, et du coup, EventBridge, qui d'ailleurs a sorti il y a 3 jours,
toute une nouvelle manière de pouvoir gérer le scheduler avec des calendriers, des time zones, etc. Donc c'est plutôt très très pratique. Et ça marche du coup très bien. Là, on rentre dans une usage qui est un peu plus poussée. Vous voulez streamer vos données DynamoDB sur S3. Ok, très bien. Vous avez déjà des outils pour le faire. Vous avez Kinesis qui va pouvoir écouter tout ce qui se passe sur votre table, qui va ensuite envoyer à Firehose qui lui va pouvoir l'écrire sur S3. Et puis là, vous avez besoin de formater votre donnée. Peut-être supprimer des champs, rajouter des champs, modifier la donnée de format de données que va avoir DynamoDB. Pas de souci. Firehose peut appeler une fonction lambda pour faire ça. Et donc, vous avez un système, une chaîne complète, scalable, toujours pareil, résiliente pour faire ça. Utilisation dans Step Function, mais je pense vraiment qu'on fera un workshop dédié sur Step Function parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vraiment un workflow métier dans lequel vous allez pouvoir mettre un petit bout de code, voilà, une petite fonctionnalité, un petit truc qui vous appartient, juste quelques lignes de code dans une fonction lambda et qui va être orchestré par Step Function. Vous avez aussi des cas des choses avec CloudFront. Encore, on va parler de Lambda at Edge parce que c'est des Lambda en fait qui vont être déployés non pas régionalement, mais en fait sur le réseau en périphérie, sur le réseau AWS, qui vont vous permettre de pouvoir interagir sur 4 types d'événements, 4 événements du cycle de vie d'une requête que fait un visiteur sur CloudFront. Donc, vous avez le viewer request, origin request, origin response et viewer response. Et donc, vous allez pouvoir invoquer une fonction lambda, enfin demander à CloudFront qui réinvoque une fonction lambda sur chacun de ces événements pour typiquement rajouter des headers, vérifier l'authenticité de l'utilisateur. Bref, tout un tas de choses. Et encore une fois, c'est Lambda qui vous aide à faire ça. Voilà, c'est tout pour moi.